Bon, merci à tous d'avoir venu. En fait, c'est surtout parce qu'en fait, j'en cherche la présentation principale de la soirée et je suis assez étonné de que soit aussi nombreux aujourd'hui pour intéresser un sujet que, pour moi, David, il m'a fait sentir que c'est un sujet pour les vieux, en fait, parce que SOA, apparemment, il y a qui a connu un projet de type SOA à nos jours? Ici, c'est bon? C'est mieux? OK. Voilà. Ouais, qu'elle est vieux, quoi. Donc, ouais, non. Moi, je m'inclus, hein, vous allez voir, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais essayer de faire mon mieux, parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un peu de recul sur cette technologie, parce qu'il y a des choses à nous apprendre, même dans un contexte de microservices. D'accord? Donc, la première chose que je veux dire, c'est que cette présentation n'a pas la prétention de vous présenter aujourd'hui une vérité ou la vraie différence entre SOA et microservices. Je veux simplement vous exprimer le sentiment, ou ce que je dirais plutôt comme ça, comment je vis mon adoption de microservices après avoir participé à une dizaine de projets SOA. Donc, pour ça, je vais le mettre dans son timeline, ça va être plus simple. En fait, moi, ma carrière professionnelle commence en 2004, entre 2004 et 2010. En fait, j'ai fait que des projets d'intégration empresariale, EAI pour ceux qui ne connaissaient pas les sigles. En fait, j'ai travaillé sur des projets chez Bell Canada, Verizon, CanTV, que c'est l'équivalent de France Télécom au Venezuela, et j'ai travaillé à Rockwell Automation au Brésil. Et vraiment, la seule chose que je peux dire de ce type d'organisation, c'est qu'ils ont toutes ces caractéristiques, on va dire qu'elles sont très hétérogènes. Ils sont hyper complexes et ces complexités sont normalement expliquées pour leur taille. D'accord? Et en plus aussi, ils sont issus normalement des merge acquisitions, comme on dit ça, fusion et acquisition, etc. Non? Donc voilà, ils sont des problèmes à résoudre. Après, en 2010, je change de pays, je viens en France. Et à ce moment-là, je voulais arrêter de travailler dans des projets. C'est une façon de travailler que je voulais changer. Et en profitant en France, j'ai trouvé des vrais éditeurs logiciels. Et j'ai changé les projets pour les produits. Philosophiquement, ça me plaisait plus. Mais en plus, je fais connaissance des éditeurs logiciels et je trouve des organisations complètement différentes, qui sont des problématiques différentes, liées à, bien sûr, à la gestion produit, qui n'est pas la même que la gestion projet, mais notamment aussi leur taille. Donc, si vous voulez, les comparaisons que je suis en train de mettre ici, c'est ce qu'en fait, on a des projets dans ces organisations hétérogènes ne sont pas de la même nature que des projets sur des organisations homogènes. D'accord? Pour simplifier le concept, je vais tout simplement labelliser ces deux types d'organisations en multi-étoiles et mono-étoiles. Après, ces deux entreprises, ces deux types de topologies d'entreprises, ils vont résoudre le même problème, que c'est gérer la croissance, ou générer la croissance. D'accord? Donc, pour simplement être très clair de ce que je veux dire par croissance dans cette présentation, c'est simplement que pour croître, il faut faire de plus en plus de choses, avec des outils de différentes natures, et bien sûr, piloter ça devient de plus en plus complexe. D'accord? Donc, en parlant de cet outil d'organisation, on a que les mono-étoiles, ils ont besoin de croître pour générer la croissance. Donc, ils vont se complexifier. Donc, ils vont devenir en multi-étoiles. D'accord? Par contre, les multi-étoiles, qui ne sont pas contentes avec son fonctionnement, ils vont se transformer elles aussi dans une organisation qui est gouvernable. Donc, c'est pour ça que maintenant, je simplement vais ici exprimer que ce type d'organisation, ils sont en train d'essayer de se transformer en organisations hétérogènes, mais qui sont gouvernables. D'accord? Après, naturellement, comme je viens de dire, ça se passe comme ça. Les organisations mono-étoiles vont se transformer en organisations multi-étoiles, d'accord, mais qui ne sont pas gouvernables. Et les organisations multi-étoiles vont boucler en elles-mêmes, toujours avec les mêmes problèmes. Donc maintenant, ma thèse, c'est que microservices s'adresse à les organisations mono-étoiles, pendant que SOA s'adresse plutôt à des organisations multi-étoiles. Okay, je laisse 12 secondes pour capter ça. Et si je dois le paraphraser, c'est simplement 12 architectures pour la gestion de la croissance qui ont
qui sont des audiences différentes. Et c'est pour ça que forcément, dans la littérature, dans les conférences, et même les évangélistes des microservices et des SOA, ils ont des discours différents. Parce qu'il ne faut pas convaincre la même personne. Okay? Par contre, cette stratégie décidée pour chacun de ces architectures, ils vont forcer à se focaliser en différents problèmes. C'est toujours les mêmes, mais ils vont mettre plus d'énergie en résoudre des différents problèmes. Donc, cette facette-là, c'est pour simplifier, hein, sûrement il y a beaucoup d'autres, mais on peut parler des 4, la définition, l'habilitation, la composition et la gouvernance. D'accord? Donc, ça simplement va être un cadre pour cette présentation. Il ne faut pas le réduire à ça, mais je pense que c'est un bon cadre pour faire la comparaison. Okay? Définition, ça veut dire comment je définis un service, comment j'arrive à vraiment définir des responsabilités et des frontières de ces responsabilités, comment je habilite ces services, c'est-à-dire aujourd'hui, définir un service, c'est facile, etc. En papier, tout est simple. Quand il faut l'implémenter, il faut avoir des stratégies, des techniques, des patterns d'architecture, etc. Après que les services qui sont mis en place, il faut les composer pour créer des services de plus en plus riches, pour ajouter de la valeur. Et bien sûr, une fois que tout ça s'est mis en place, il faut que ce soit gouvernable. D'accord? La partie qui paraît la plus simple, mais c'est surtout la plus compliquée. Donc, on va se mettre à la place d'une organisation monétoile. Donc, par exemple, chez PlaceLoop, en fait, je me rappelle quand François il a descendu à Lyon pour me dire venir bosser avec lui, il m'a dit, OK, ce qu'on fait chez PlaceLoop, c'est qu'en fait, on va vraiment sauver les petits commerçants. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on va mettre à disposition des outils qui permettent de fidéliser et d'acquérir de nouveaux clients. Pour ça, on va faire. Et là, il a commencé à lister toutes les choses qu'on peut faire pour fidéliser et acquérir des clients dans le petit commerce. Ça passe en des stores locateurs, des coupons, des réseaux sociaux, etc., etc. Il faut que s'imaginer, c'est ce que, waouh, en fait, là, on a vraiment un abanique, on a une taille des options qui est très important. Et bien sûr, ce qu'on s'attend, c'est d'avoir une organisation qui corresponde à ça. Mais quand vous arrivez dans ces petites structures comme ça, vous savez se trouver avec un seul serveur, avec une seule application qui fait tout, avec un seul mot de passe, tout est mono. Même nous, au bureau, en fait, on a un fondateur qui fait de l'administration, qui fait de RH. En fait, l'organisation est le reflet du logiciel. Donc, on a le fameux monolithe de microservices. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous... Quand on commence à lire sur microservices, on peut trouver, par exemple, dans la partie définition, DDD. DDD, c'est une sorte de cadre théorique et méthodologique qui nous aide à vraiment construire des services. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, c'est une façon simple de commencer à décomposer cette organisation homogène en différentes parties. Et c'est vraiment un cadre intellectuel hyper important. Et microservices, il le met bien en avant dès le départ. Vous prenez Building Microservices de Newman, et DDD, il apparaît plusieurs fois en disant, rappelez-vous, travailler par domaine, bounded context, etc., etc. Donc, en fait, microservice, rapidement, il te met dans la situation de, OK, tu as un monolithe, il faut le splitter. Il te donne un cadre théorique. J'ai mis le monolithe dans la partie habilitation, parce que le concept de monolithe, il te permet déjà de te dire, OK, il ne faut pas raser l'existant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder. On va le garder comme un monolithe, c'est quelque chose qui est respectable, qui fait tourner l'entreprise. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est de mettre des choses autour pour pouvoir l'aider à le décharger, à le splitter. Mais jamais, comme un monolithe, tu le respectes. D'accord? Il est là, il est intouchable. Donc, l'idée, c'est de l'aider. On va dire ça. Donc, pour moi, c'est un concept hyper intéressant pour aborder le problème de changer la culture homogène des organisations. Et en fait, si ça change même, ça a une influence aussi dans l'organisation.
Parce que quand on commence vraiment à splitter le monolithe, on commence à créer des métiers aussi dans l'organisation. Et vous allez voir, c'est un cadre hyper intéressant intellectuellement pour faire cette transformation. Après, voilà, bien, il y a d'autres techniques aussi, comme l'API Gateway, parce qu'une fois que vous commencez à splitter ça, vous vous dites, bon, comment est-ce que je coordonne tout ça? Et commence à parler des API Gateway, etc. Et vraiment, microservice, il est très accueillant dans le sens que dès que vous commencez à lire, vous êtes rassuré dans le sens de que, ouais, si je commence à faire des petits microservices, si je les coordonne avec un API Gateway, et voilà, vous savez que ça va marcher, vous le savez, vous le sentez. Par contre, on commence à avancer sur les sujets de plus en plus complexes, comme la composition et la gouvernance, et là, microservices commence à lâcher. Ce n'est pas exprès, c'est simplement, c'est que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'enjeu. On commence à parler des chorégraphies pour faire la composition, je vais parler par la suite. Et après, pour parler des gouvernances, mais vraiment, rien trouvé. S'il y a, je demande vraiment que quelqu'un me montre des doigts des outils réels de gouvernance. Voilà, je ne suis pas expert de microservices. Hein. J'ai commencé l'adoption de microservices à peu près 6 mois avec le premier meetup. J'étais en train de le faire, mais il n'y avait pas un cadre théorique. Maintenant que je commence à lire, ça me plaît. Mais vraiment, la partie gouvernance, je vais vous expliquer quand j'explique. Vous allez comprendre quand je vous explique SOA, pourquoi la gouvernance, il est vraiment un sujet. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, j'arrive à m'exprimer correctement? Ça va? OK, maintenant, on va se mettre dans le contexte de SOA. OK, pour comprendre une organisation multi-étoile, imaginez-vous que vous êtes le responsable de la fusion et acquisition de SFR innuméricables. Donc voilà, vous avez toute une organisation qui tourne avec un autre, et vous savez, pour que quelqu'un a décidé, et personne n'a demandé à personne, mais dans un an, la boîte des numéricables disparaît, elle utilise la boîte de SFR. En plus, la facturation elle est normalisée, tout le monde doit avoir des factures SFR, etc. Et tout doit se passer dans un an. Et là c'est le projet à laquelle j'avais l'habitude. Je n'aime pas ça, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Mais ça existe, et en fait, tous les jours, j'imagine. Ah, les prélèvements à la source, vous imaginez ce projet-là? D'échanger tout le système d'information de prélèvement de la source, ça doit être horrible. Et ça, c'est le projet que SOA essaye d'adresser. Bien sûr, on ne peut pas trouver les mêmes contenus. Ce n'est pas possible. Donc, en parlant de SOA, quand vous allez parler de définition, vous savez trouver rien. Pourquoi? Les services, ils sont déjà là. Il ne faut pas définir les services. Les services, c'est déjà une organisation qu'on vient d'acheter, qui a déjà sa team de développement, qui a déjà 3 ou 4 logiciels. Et si vous commencez à dire, non, mais attendez, on va commencer à diviser le monolithe, on va te dire, lequel? On a 30, ce n'est pas le sujet. Donc en fait, aujourd'hui, c'est la gouvernance. En fait, il y a vraiment un problème de gouvernance. Pour passer pour toutes les étapes, l'habilitation, c'est un sujet qui est très bien adressé, mais c'est très technique chez SOA, parce qu'à l'époque, le problème, c'était surtout de normaliser les interfaces. Maintenant, avec JSON, on est tous contents, c'est un standard à peu près utilisé partout, mais à l'époque, on avait vraiment des appels qui échangeaient des binaires, des codes binaires, RCP, etc., Remote Procedure Call, etc. Donc vraiment, c'était un vrai sujet de travailler sur la partie interface. Donc pour ça, il parlait de wrapping, parce qu'en fait, il a dit, ne change pas ton système, tu fais un wrap qui expose ça en web service. Et tu as l'Enterprise Service Bus qui te permet de plugger des services pour normaliser les interfaces, etc. On en parlera si vous voulez après, mais ce n'est pas le sujet de la présentation. Et là, c'est là où SOA commence à devenir vraiment pertinent. Quand on parle de composition dans une organisation multi-étoile, en fait, vous ne pouvez pas parler que de la chorégraphie. La chorégraphie, c'est intéressant, mais ça ne peut pas être la seule technique. Et c'est là où il commence à parler d'orchestration, de BPEL, et là, vous allez trouver mais vraiment des outils vraiment complexes. Mais ce n'est pas parce qu'en fait, on est des développeurs Java et qu'on est obsédé par la complexité, etc. Non, c'est vraiment, est-ce que le sujet il est très complexe. Vraiment, imaginez-vous vraiment que vous savez merger le système de facturation des SFR innuméricables. Mettez-vous vraiment dans cet état d'esprit et vous allez comprendre que ce n'est pas évident. Et la gouvernance, que c'est toujours le grand sujet, et notamment à l'époque, notamment en 2007, il y a eu un projet hyper intéressant. On disait, bon d'accord, mon organisation, elle va
implémenter SOA, mais comment je calcule le ROI de cette implémentation? Et c'est là, le boom des BAM. Quelqu'un connaît qu'est-ce que c'est le BAM? Business Activity Monitoring. Bon, c'est des outils de monitoring technique pour calculer l'impact business. N'importe quoi. Il y a de tout. Il y a de tout. Vraiment, vraiment. C'est hyper, hyper complexe. Et en fait, tout le projet SOA s'est complexifié à ce point-là. C'était vraiment la partie difficile. Et SOA parle beaucoup de BAM. Alors, tout ça, c'était pour s'exprimer que c'est impossible de trouver un microservice et SOA en train d'être concurrent. En fait, il ne faut pas le concevoir comme des concurrents. C'est tout simplement deux façons différentes d'adresser les mêmes problèmes. Mais je vais faire un exemple technique pour faire un peu aussi parler vraiment avec des faits. On va comparer la façon comment les microservices ISOA adressent la composition des services. En fait, c'est la comparaison la plus simple parce qu'en fait, microservices, ou moi dans le discours, considère l'orchestration comme un anti-pattern. Et voilà, par exemple, une phrase du bouquin de Sam Newman, c'est « Il faut préférer la chorégraphie sobre l'orchestration ». Et voilà, je pense que c'est une bonne stratégie si tu peux le garder. D'accord? Et en fait, dans cette phrase-là, vous pouvez vraiment interpréter que l'orchestration, c'est considéré un anti-pattern de la philosophie microservice. Par contre, attendez, comment je fais marche arrière ici? Voilà. En SOA, on parle plutôt surtout d'orchestration. Il y a vraiment même WS chorégraphie, c'est un standard W3C. Mais vraiment, comme le problème, en fait, comme cet standard il ne résout pas tous les problèmes, il est vraiment négligé en SOA. Et en fait, la plupart, au moins dans mon expérience, l'orchestration se faisait avec Bipel, qui est un langage qui permet de composer en XML les appels à différents services. Il faut l'imaginer comme un langage qui permet de programmer en XML. Vous pouvez vraiment faire des if, des try-catch, etc. Tout ça en XML parce que le rêve, c'était de dire on donne ça au businessman pour qu'il développe la composition de service. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, je vais citer un exemple de ce qu'on est en train de faire en place loop. OK. En place loop, comme on l'avait dit, en fait, nous, on est en train de sauver le commerce de proximité. Et pour ça, en fait, nous, on avait besoin d'un microservice de contact. Comme ça, on a défini la responsabilité, c'est tout ce qui est contactable par email, SMS ou par les réseaux sociaux. Il a une représentation dans ce microservice. Et bien sûr, le message qu'on fait passer à ces contacts, c'est la responsabilité de notre microservice. Ces deux microservices, ils définissent, pour cet exemple, deux endpoints, create et send. D'accord? Il y a deux histories à considérer pour cet exemple. C'est quand quelqu'un il crée un compte, il devient quelqu'un contactable, et en plus, il faut qu'on lui envoie un message pour qu'il confirme son adresse email, par exemple. D'accord? Donc, cette historie, il va utiliser le service contact et le service message. Par contre, quand cet utilisateur, qui est un commerçant, il importe ses clients chez nous, les clients sont contactables, donc ils ont une représentation ici, et en plus, on peut lui envoyer des messages pour le attirer, fidéliser, etc., etc. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ces deux histories dans le cadre de chorégraphie? En fait, tout simplement, c'est très réducteur, mais on peut faire une implémentation aussi simple que celle-ci. C'est, à chaque appel, vous savez, l'utilisateur et les rôles qui se propagent dans tous les microservices. Donc, en fait, par exemple, ici, on a l'utilisateur X, qui son rôle, c'est un nouveau utilisateur. Ça crée un contact ici, et le métier du service contact, il sait que, comme c'est un nouveau utilisateur, je dois lui envoyer un message. D'accord? Donc, il appelle le service message, et il propage quand même l'utilisateur et le rôle
pour voir si le message lui-même, il a quelque chose à faire après avec cet utilisateur. D'accord? Dans le cadre de l'importation de contact, en fait, l'utilisateur, c'est l'utilisateur X, mais par contre, lui, il est plutôt le rôle de fait de, voilà, je suis en train d'utiliser mon CRM. À ce moment-là, quand on appelle la création de contact, le métier del service de contact, il sait que cet utilisateur, quand il fait cet rôle-là, n'a pas besoin d'envoyer des messages. Parce que simplement, il est en train d'importer le contact. Donc, si on peut résumer ça dans quelques mots, la chorégraphie des services, on considère toujours qu'un utilisateur est en train de jouer un rôle. Chaque service doit savoir quoi faire avec un utilisateur qui joue un rôle. Les utilisateurs et les rôles doivent être définis de façon globale. En fait, parce qu'en fait, chaque service, il doit savoir tous les utilisateurs existants et tous les rôles existants. Et bien sûr, l'avantage, et c'est pour ça que Microservice il est un adepte de cette méthodologie, la logique métier elle est distribuée parce que chaque service il est responsable de l'exécution de le métier. Par contre, en orchestration, l'approche est un peu différente. On a les mêmes histories, mais ce qu'on fait, c'est qu'on crée vraiment un orchestrateur, qui est un autre composant technique, d'accord? Ça peut être un autre logiciel, une couche, etc. Et en fait, ça va créer des services beaucoup plus riches, qui sont déjà la composition des services qui sont utilisés, qui composent les services exposés par les microservices. Donc, par exemple, ici, on va voir un service qui s'appelle Create Account, qui lui, il va faire le Create de contact. Il va créer le message, il va envoyer le message, pendant que dans l'import, tout simplement, comme le métier il est ici dans l'orchestrateur, il va simplement créer le contact. Donc, à différence de la chorégraphie, les utilisateurs invoquent des services déjà composés dans les orchestrateurs. Les utilisateurs et les rôles peuvent être définis localement, parce qu'en fait, on peut dire, si on décide de le faire, je ne sais pas pourquoi, mais on pourrait le faire, décider que seulement l'orchestrateur connaît les utilisateurs et les rôles. Bien sûr, le problème ici, et c'est pour ça que le microservice il n'adhère pas, la logique métier elle est centralisée. En parlant d'indépendance, de déploiement, etc., ça ne se marie pas très bien. Et je comprends. Par contre, est-ce qu'on doit utiliser un ou l'autre? Je vous propose ici une vision rapidement de comment est-ce qu'on peut utiliser les deux. En fait, commencez avec des microservices. Et si vous créez des services, vous allez voir qu'à un moment donné, sûrement, si vous croyez correctement, vous allez créer des silos indépendants des microservices. Et il faut se poser toujours la question, avant de complexifier encore la chorégraphie, est-ce que je ne peux pas, tout simplement, de temps en temps, un orchestrateur qui compose ces services-là? D'accord? Donc voilà, on pourrait imaginer qu'on a une architecture mixte comme celle-ci. Et ça, c'est vraiment, en fait, le corps de SOA, il était là, au moins théoriquement. Après, pour être sincère, pourquoi les orchestrateurs en SOA, ils ont échoué? À mon avis, c'est parce qu'en fait, ils avaient un objectif qui n'était pas forcément le bon, que c'était d'exposer la composition de services aux personnes qui vraiment étaient responsables du métier, c'est-à-dire du business. Donc, ce n'étaient pas des techniciens. Et c'est là, je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'énergie. Mais le concept d'orchestrateur comme une couche technique, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, et pour encore aider à ma thèse, j'ai trouvé, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il y a une entreprise qui fait des microservices et qui fait de l'orchestration. Et j'ai trouvé que Netflix fait de l'orchestration. D'accord? En fait, et vous pouvez l'imaginer, en fait, Netflix, il a, je ne sais pas combien, la dernière blog que j'ai lu, c'était à peu près 200 microservices, etc. Imaginez le nombre de endpoints qu'il y a, etc. C'est assez impressionnant. Donc, eux, ils ont créé Conductor, il était réalisé en open source à fin de 2016. Et regarde la phrase qu'ils ont mis dans le GitHub. Il orchestre de microservices en utilisant Beeple. Donc, petite citation d'un blog qui explique en fait précisément ce que j'avais compris, c'était Netflix, il réinvente le Beeple
avec leur propre domain specific language. C'est ce que ça veut dire DSL. Donc voilà, en fait, ce n'est pas un anti-pattern. C'est simplement une question de taille, de gouvernance. Donc, tout ça pour dire, ils ne sont pas concurrents. Si vraiment vous êtes dans un projet où microservice il fait du sens, je pense que garder en tête que les techniques exposées par SOA ne sont pas forcément d'anti-pattern, sinon que c'est simplement une question de temps, de que j'arrive à ce niveau de complexité et il faudra que je sois prêt. Et bien sûr, si vous êtes travaillé dans un projet type SOA, je pense qu'il n'y a personne. Non? Rien? On est seul. Ah, incroyable. Mais bon, je suis sûr qu'il y a, mais ils ne sont pas ici peut-être. Je pense que lire des microservices, vous pouvez vraiment trouver un cadre mental et théorique et hyper intéressant pour définir, pour définir des services et aider comme ça à changer l'organisation. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça vous va? C'était très dense, hein? Désolé. Bien sûr. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Tu parlais un moment de ESB, Entreprise Service Bus, presque avec une sorte de dédain, c'était un truc un peu complexe, je ne sais pas trop quoi. Moi, en microservice, on utilise des événements pour, des fois, de manière asynchrone, communiquer entre microservices. En l'occurrence, on utilise Kafka. Est-ce que tu considères que Kafka, c'est un ESB, pardon, ou c'est complètement des patterns différents? En fait, oui, c'est des concepts différents parce que, en fait, je pense qu'on peut toujours contourner l'objectif principal d'un outil pour faire autre chose. Mais ouais, comme tu l'as dit, en fait, Kafka, c'est pour gérer les événements, d'être plus réactif et de gérer l'asynchrone. OSB, il faut le voir plutôt. Et en fait, j'ai mis dans mes annexes une phrase importante. Si pour microservice, il y a Newman, pour le SOA, il y a Hewitt. Et en fait, cette phrase, il est très parlante, en fait, parce qu'elle dit que OSB, c'est vraiment... En fait, il faut le voir comme l'USB. C'est tout simplement un élément qui transforme la interface. Et vraiment, il faut se rappeler qu'à l'époque, je me rappelle, j'ai fait un projet où j'ai fait des screen scrapping. Ça vous parle? En fait, c'est de lancer un terminal avec un logiciel et lire le standard output. Donc, en fait, on fait des screen scrapping. C'est comment faire de crawling aujourd'hui en HTML. Ça, par contre, j'imagine que ça vous parle plus. Mais en fait, on lançait un logiciel qui lançait un terminal et on directionnait les standard output à un autre logiciel qui interprétait ça. Donc, en fait, quand la ligne de commande demandait il faut press 1 pour faire telle action, en fait, on simulait les touches clavier. Donc, voilà. Là, on est loin d'exposer ça en service. Donc, qu'est-ce qui parle l'OSB? C'est dire, bon, d'accord, tu fais un petit grab qui fait le screen scrapping, tu exposes ça comme tu peux, parce que ça dépend de la technologie. En fait, on parle des COBOL, Fortran, Assembler. Donc, tu l'exposes comme tu peux, et tu essaies de le connecter à l'OSB, qui va vraiment transformer ce que tu as réussi à faire, parce que tu es vraiment limité dans ce contexte-là, vieux serveur, que tu ne pouvais rien installer vraiment. Et la responsabilité de l'OSB, c'est de transformer cette sortie dans une sortie standard qui, à l'époque, c'était XML avec les standards SOAP. Donc ça, c'était la vraie responsabilité de l'OSB. Donc il n'y avait pas de réactivité. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des OSB qui gèrent tout ça en asynchrone avec un système de queue, mais ce n'était pas l'objectif. En fait, le principe vraiment de l'OSB, c'était de transformer des interfaces. Et c'est pour ça que je parle avec un... C'est pas un problème aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, changer les interfaces, ce n'est pas un gros sujet. Au moins, il est moins important qu'avant. Donc, en fait, c'est pour ça que je le parlais assez rapidement, parce que ce n'est pas très d'actualité, c'est tout. Des questions? Si tu avais un conseil ou une phrase à donner à quelqu'un qui a connu le SOA, entre guillemets, mode ESB, et qui
qui est intéressé de se mettre au microservice, toi qui as connu les deux mondes, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, ça c'est très intéressant parce que moi, en fait, pourquoi j'ai arrêté de travailler dans le projet de SOA, c'est parce qu'en fait, je pense qu'aborder le problème de la gouvernance en top-down, en fait, il cache le problème, il ne le résout pas. Donc ça donne l'impression à l'organisation que le problème il est résolu. Mais après, derrière, c'est nous, les développeurs, les techniciens, les gens qui gèrent l'infrastructure, qui gèrent vraiment la vraie problématique. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Je pense que si bien il faut faire rapidement, par exemple dans le cas de l'acquisition des SFR avec numéricable, il faut rapidement résoudre certains problèmes, il ne faut pas négliger qu'il faut résoudre le problème de fond. Donc si je peux aussi donner une phrase, c'est ce qu'en fait, si SOA c'est top-down, il ne faut pas oublier que microservices pour vous aider dans le bottom-up. Et comme ça, vraiment attaquer le problème dans les deux sens et vraiment le résoudre. Donc pour moi, c'est hyper parlant en fait, comme phrase. Merci. Je t'en prie.